Bienvenue à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la suite de nos émissions consacrées au Vinaya, le code de discipline monastique en Chine au XXe siècle. Nous avons pu voir la semaine dernière que son renouveau constituait une caractéristique fondamentale du bouddhisme chinois moderne et contemporain. Nous avons choisi de nous arrêter aujourd'hui sur son impact concernant les femmes, car la question de leur position au sein de la communauté bouddhiste est un thème majeur aujourd'hui et en relation étroite avec le Vinaya. On peut même dire qu'elle se fonde sur ce dernier. Alors, quels sont plus précisément les préceptes qui constituent ce Vinaya pour les femmes? Qu'appelle-t-on Guru Dharma? De quelle manière cela peut-il évoluer pour elles selon les différents courants du bouddhisme? C'est ce que je vous propose de voir sans plus attendre avec notre invitée, Daniela Campo. Daniela Campo, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors, je rappelle que vous êtes historienne, sinologue, docteur en histoire des religions à l'École pratique des hautes études et maître de conférences à l'Université de Strasbourg. Vous avez co-dirigé un projet de recherche international sur le renouveau du Vinaya en Chine et à Taïwan au XXe siècle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, que nous disent les textes sur la fondation de l'ordre monastique féminin? Alors, d'après les textes, le Bouddha Shakyamuni aurait, on va dire, initialement hésité face à la requête de sa belle-mère de fonder un ordre monastique féminin, car il aurait considéré qu'en fait, les femmes représentaient ou puissent représenter un danger pour le Sangha. Et il aurait enfin consenti à cette requête après l'intervention, donc la médiation, on va dire, de son disciple Ananda. Qui était aussi son cousin, je crois, oui. Et à la condition que l'ordre féminin, en fait, obéisse, c'est-à-dire accepte les 8 règles qu'on appelle Guru Dharma. Mais alors, dites-nous en plus sur ce Guru Dharma. De quoi s'agit-il? Les Guru Dharma sont des règles, 8 règles qui statuent, définissent en fait la soumission de l'ordre monastique féminin à l'ordre masculin. Par exemple, la première règle établit qu'une nonne, donc une moniale, devra toujours se lever et s'incliner en présence d'un moine, et ce, indépendamment en fait de son ancienneté, c'est-à-dire même si la moniale en question a été ordonnée depuis beaucoup plus de temps que le moine. Ou bien, par exemple, une autre règle, Guru Dharma, établit qu'une nonne, une moniale qui a commis une faute assez grave doit d'abord se repentir. En fait, elle doit se repentir devant les 2 ordres monastiques, donc la communauté féminine et la communauté masculine. Ou bien, une autre encore prévoit que les moniales doivent, tous les 15 jours, demander des instructions à la communauté monastique masculine la plus proche, etc. Comment est-ce que les moniales, aujourd'hui en Chine, vivent ces préceptes? Bon, en fait, on sait, parce qu'il y a des études intéressantes qui ont été menées par notamment une anthropologue, Mélodie Tio, que les moniales en Chine, je parle bien des moniales en Chine, vivent ces préceptes de manière assez positive, c'est-à-dire qu'elles reconnaissent que ces préceptes ont été, donc ces règles ont été établies par le Bouddha, donc tout d'abord il faut les respecter parce que c'est une promesse qui a été faite au Bouddha. Ils pensent que une hiérarchie en fait au sein de la communauté monastique est indispensable pour maintenir l'harmonie du Sangha. Et que donc, évidemment, ce sont les moniales qui doivent être dans une position d'infériorité, évidemment parce que d'après les textes, les moniales auraient en fait des obstacles karmiques majeurs par rapport aux moines, donc elles ont une renaissance inférieure. Quelque part, elles sentent aussi que c'est une mesure de protection à leurs égards parce que le fait de établir des limites entre les sexes limite l'attirance sexuelle et donc les protège aussi dans une certaine mesure. Et bon, aussi, en fait, elle le fait justement que les moines aient des meilleures conditions karmiques, fait que elle trouve naturel le fait de devoir respecter les moines.
Mais du coup, on peut se demander si on peut rattacher cette situation, cette position des nonnes chinoises aujourd'hui à un contexte culturel, familial peut-être plus large. Oui, disons, on ressent dans cette position, d'une part, l'influence des textes bouddhiques qui stipulent l'infériorité, en fait, de la communauté féminine par rapport à la communauté masculine. On ressent aussi l'influence des discours des maîtres qui reprennent ces textes pour, justement, légitimer un peu cet état de choses. Et en ce qui concerne en effet la Chine, il y a aussi sûrement une influence d'un modèle familial qui est un modèle patriarcal. Mais il faut souligner peut-être deux choses. Donc, d'une part, le fait que ces règles Guru Dharma ne sont pas partout et toujours respectées à la lettre, parce qu'en fait, cela dépend vraiment du monastère en question, du contexte en question, de la moniale en question. Et d'autre part aussi, il faut souligner que les moniales, en fait, ont une perception assez positive dans la mesure où le fait de reconnaître ou accepter cette infériorité en termes karmiques est pour elles un levier, une manière de pouvoir en fait les dépasser par la pratique. Donc elles sont conscientes elles sont conscientes, elles reconnaissent, disons, elles acceptent qu'il y ait une infériorité du point de vue karmique, mais elles se sentent tout à fait à mesure, tout à fait capables de dépasser ce type d'obstacle par la pratique religieuse. Donc, elles vivent cette situation Un peu comme un challenge, finalement. d'une manière positive. Oui. Alors, on imagine qu'il y a quand même eu une évolution dans ce Vinaya en Chine, notamment à deux moments précis, je crois. Est-ce que vous pouvez nous les détailler, Daniela Campo? Disons que oui, il y a eu des évolutions, quelques évolutions assez importantes en ce qui concerne la position des femmes par rapport, disons, aux règles du Vinaya, notamment à partir des années 1980. Peut-être les deux exemples les plus importants sont d'une part la réintroduction en Chine récente de cette figure qu'on appelle shikshamana. C'est en fait, ou probationnaire, stagiaire. En fait, c'est une figure intermédiaire entre la novice et la moniale pleinement ordonnée. C'est une étape de 2 ans. 2 ans durant lesquels la moniale habite au sein du monastère, donc dans la communauté monastique, et elle doit respecter des règles des règles spécifiques. C'est une étape qui est prévue par tous les Vinayas, qui avait été introduite en Chine très tôt, mais qui n'a en fait jamais été appliquée. Et de nos jours, donc vraiment à l'époque contemporaine, on assiste en fait à un retour en force de cette figure intermédiaire de shikshamana dans les grands monastères bouddhiques. Et la deuxième évolution intéressante ou importante concerne l'ordination. Parce que dans le cadre d'une standardisation générale des procédures d'ordination en Chine, donc qui concerne à la fois les moniales et les moines, on a rétabli une procédure pour l'ordination des moniales qu'on appelle double ordination ou ordination par les deux ordres. Qui prévoit que, en fait, toute femme doit être ordonnée d'abord par un groupe de 10 moniales ordonnées et ensuite par un autre groupe de 10 moines. Et depuis l'année 2000, en fait, cette double ordination par les deux ordres, est devenue la seule procédure d'ordination reconnue et autorisée en Chine par le gouvernement en ce qui concerne les femmes. Mais est-ce qu'on peut dire qu'en fait, les mouvances sont un peu différentes selon les courants bouddhistes, entre les courants qu'on pourrait qualifier de progressistes et ceux qui sont un peu plus conservateurs? Oui, il faut dire que l'ordination pleine des femmes dans le bouddhisme est préservée seulement dans une tradition qui est la tradition Dharmaguptaka ou du Vinaya en 4 parties, qui est en fait la tradition normative en Chine. L'ordination pleine des femmes n'a jamais été introduite au Tibet.
Et en ce qui concerne le bouddhisme Theravada, en fait, elle y était, mais les lignées de transmission ont été coupées et donc elle a disparu à partir, on va dire, du XIIIe siècle. Ce qui fait que depuis les années 1980, on assiste en effet à un phénomène qui voit des femmes des traditions tibétaines et Theravada chercher l'ordination pleine auprès de moniales de la tradition Dharmaguptaka, donc la tradition qui est normative en Chine et à Taïwan, par exemple. Or, ces moniales qui sont ordonnées dans les traditions tibétaines et Theravada ne sont pas toujours ou pas vraiment reconnues parce que beaucoup de maîtres bouddhistes, Theravada par exemple, questionnent la validité d'une telle ordination où justement ce sont des moniales Dharmaguptaka qui ordonnent des moniales dans des traditions différentes, donc tibétaines et Theravada. Donc en fait, voilà, ces moniales n'ont pas une reconnaissance formelle, institutionnelle de la communauté monastique, par exemple Theravada. Alors, j'aimerais conclure cette émission avec deux questions plus personnelles, puisque je pense que vous avez côtoyé forcément ces femmes dans les monastères. Donc, je voulais savoir un petit peu ce que vous aviez ressenti auprès d'elles, et puis ce que vous imaginez comme futur pour elles. Oui, j'ai eu plusieurs fois, à plusieurs reprises, l'occasion, l'opportunité ou la chance de résider en fait dans des monastères, des grands monastères féminins en Chine, notamment un monastère de prédilection où je vais depuis 2006, qui est un grand monastère qui relève de la tradition Chan, donc ce qui est connu sous le nom de Zen au Japon. Mais néanmoins, c'est justement un petit microcosme où on peut observer tous les phénomènes que nous avons évoqués, que nous venons d'évoquer, parce que déjà la communauté monastique, elle est segmentée en trois parties. Donc il y a les novices, les shikshamana et les moniales pleinement ordonnées. Il y a un institut d'études bouddhiques pour moniales où on enseigne aussi le Vinaya. On mène des ordinations une fois tous les 3 ans, ordinations auxquelles participent en fait des moniales qui viennent vraiment de partout dans le pays. Et il y a aussi une pratique religieuse très forte. Ensuite, pour répondre à votre dernière question, c'est une question très difficile. Je pense qu'il n'est pas exclu que peut-être dans le temps, petit à petit, les moniales ordonnées dans les traditions tibétaines et Theravada puissent bénéficier d'une reconnaissance formelle ou informelle, mais plus solide, on va dire, de la part de la communauté bouddhique au sens large. Donc vous êtes plutôt optimiste? Oui. Merci Daniela Campo, merci beaucoup. Merci à vous, Aurélie. Et si vous souhaitez approfondir ce thème passionnant, voici quelques pistes de lecture. De notre invité, La construction de la sainteté dans la Chine moderne, la vie du maître bouddhiste Xu Yun aux éditions Les Belles Lettres. À l'aide de documents historiques et des témoignages de ses disciples, Daniela Campo retrace ici la vie de cet éminent abbé entre la fin de l'Empire chinois et la première décade de l'ère maoïste, ainsi que la genèse de son mythe religieux. Civilisation et femmes célibataires dans le bouddhisme en Asie du Sud et du Sud-Est de Stephen Collins aux éditions du Cerf, une étude anthropologique et sociologique sur la présence de la femme dans ces pays, tant dans les textes fondateurs que dans la pratique quotidienne. Et enfin, 50 grands maîtres du bouddhisme chinois, moine éminent du Mahayana de Christian Coccini, publié chez Bayard, depuis la dynastie des Han orientaux jusqu'à l'époque moderne. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France TV. Nous vous souhaitons une très, très belle journée.